Chers amis, bonsoir. Grâce à François Gerlotto, ici présent, nous organisons de temps à autre des conférences autour de questions scientifiques. C'est une volonté chez nous que de nous habituer peu à peu, et personnellement d'ailleurs aussi, nous habituer à aborder des sujets scientifiques. Ça va être le cas ce soir avec Pierre Petigat qui a accepté de venir nous parler. Je vais lui passer immédiatement la parole, il va présenter son sujet et ensuite, s'il le veut bien, il répondra à nos questions. Bien, écoutez, je vous en prie. Merci. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Effectivement, l'océan est au cœur de grands enjeux actuels et François m'a donné carte libre et j'ai conçu cette intervention comme un panorama des différents enjeux dont vous avez certainement entendu parler, mais l'océan, on va le voir du point de vue de l'océan. Et je crois qu'au-delà du sujet, j'aimerais questionner avec vous notre interaction avec la nature qui peut nous amener à un projet de société. Donc j'ai un plan en différentes parties. D'abord, on verra l'Anthropocène, qu'est-ce que c'est? Et puis après, nous verrons des pressions que nous imposons à l'océan, mais à la nature en général. Le changement climatique, tous les polluants chimiques et plastiques. Et puis nous verrons la place, comment réagit la biodiversité et les impacts que nous lui faisons subir en quelque sorte, et puis la gestion que l'on met en œuvre. Voilà. Et puis la dernière, si on a le temps, j'espère, sera consacrée à l'énergie, qui est un enjeu important. Puis je conclurai en 3 points. Donc d'abord, l'Anthropocène, c'est un mot construit qui veut dire que c'est la nouvelle ère de la Terre, construit sur le mode des ères géologiques, la nouvelle ère de la Terre où l'empreinte de l'homme est partout, dans l'atmosphère, sur tous les continents, et dans l'océan, à toutes les profondeurs. Donc l'empreinte de l'homme est partout. Et donc dans cette situation, que faut-il faire? C'est quand même très inquiétant. Et ce qu'on va essayer de voir, c'est comprendre nos interactions justement avec les processus naturels et envisager quelle trajectoire commune on peut avoir entre l'humanité et la nature. Donc l'Anthropocène, eh bien, c'est cette ère où nous impactons tous les systèmes et qui nous oblige à repenser notre relation à la nature. Alors, on avait une relation à la nature qui était un peu, on la percevait comme quelque chose d'extérieur à nous, de finalement hostile. Et maintenant, puisqu'on l'impacte tellement, on la voit comme quelque chose de fragile, même l'océan. L'océan, qui est une immense machine qui recouvre quand même les 2/3 de notre planète, qui est une caractéristique que d'autres planètes n'ont pas encore. Alors commençons par le changement climatique. Cette machine océan, c'est un acteur principal du climat. Il est en équilibre dynamique avec l'atmosphère et il absorbe une grande quantité de chaleur et une partie significative du carbone, du dioxyde de carbone, du CO2 atmosphérique. Et ça va changer, ça change toutes les conditions de vie dans l'océan. Alors, d'abord, la température et le CO2. Donc, l'eau
de surface se réchauffe, et ça isole la couche de surface, puisque se réchauffant, elle est moins dense. Et donc si cette couche de surface est plus isolée, on appelle ça la stratification. Si cette couche de surface est isolée, en fait, il y a moins de communication avec la profondeur, et les sels minéraux sont plus en profondeur. Et donc ça impacte toute la production planctonique. Aussi, un océan plus chaud contient moins d'oxygène, parce que l'oxygène, il y a moins d'oxygène dans une mer chaude. Et donc en fait, ça va impacter la production planctonique et tous les réseaux trophiques. Et puis, un océan, puisque l'océan absorbe du gaz carbonique, il devient aussi plus acide. Donc on a un océan qui est plus chaud, qui est moins oxygéné, plus stratifié, plus acide, et avec la fonte des glaciers et l'expansion thermique de la chaleur des molécules d'eau, le niveau de la mer monte. Donc c'est quand même quelque chose qui est enclenché, et il n'y a pas de boucle de rétroaction négative qui peut limiter ça. Donc on est parti sur cette trajectoire, et la seule boucle de rétroaction négative, c'est une boucle naturelle sur les temps géologiques, où il y a dans l'océan des pompes, ce qu'on appelle des pompes à carbone, la sédimentation, l'enfouissement de la matière organique dans les sédiments, qui généreront à terme du pétrole et du gaz, et puis la constitution de roches carbonatées, du calcaire, la craie qui est faite de petits tests calcaires d'organismes planctoniques. Donc ces boucles de rétroaction négatives sont à long terme, et pour l'heure, les risques sur le vivant sont assez importants. Donc je vais vous parler de la production planctonique. Il y aura moins dans l'océan du large, moins de sels minéraux, moins d'oxygène, et cela va donc perturber la communauté des espèces du phytoplancton, et donc certaines espèces seront plus adaptées que d'autres pour ça, et donc celles qui seront plus adaptées, en fait, produiront, il est prévu qu'elles produisent moins, et ce sont celles qui produisent aussi moins d'acides gras et de vitamines essentielles que seul le phytoplancton peut produire. Et donc, du coup, dans la chaîne trophique, puisque le phytoplancton se fait manger par des herbivores qui vont se faire manger par d'autres, donc du coup, dans la chaîne trophique, tous ces éléments essentiels que seul le phytoplancton produit se trouvent dilués. Donc s'il n'y a pas une production qui est suffisante, eh bien, les réseaux trophiques sont beaucoup moins complexes, et en particulier ne sont pas capables de supporter des prédateurs supérieurs comme des saumons, des mammifères marins, etc. Donc il y a un gros risque sur les chaînes trophiques. Les conditions changeant, la répartition des espèces au niveau du globe est amenée à changer. Et ça sur toutes les espèces, que ce soit des poissons, mais aussi des bactéries pathogènes, des espèces envahissantes. Donc il va y avoir il est prévu qu'il y ait un grand mouvement que l'on connaît très mal, on ne sait pas trop à quelle échelle ça peut se passer. Donc il y a dans ces sortes de projections quand même beaucoup d'incertitudes dans deux types de zones. D'abord sur les plateaux continentaux, où les fleuves apportent des sels minéraux, donc qui sont favorables à la production planctonique. Et puis, avec ces sels, les fleuves apportent aussi tout un tas d'autres éléments qui sont des acides, des bases faibles
et qui sont importantes pour un paramètre qu'on appelle l'alcalinité de l'eau de mer, et qui permet en fait quand même de pouvoir sécréter du calcium, des coquilles calcaires, même dans des conditions acides. Donc dans ces zones-là, il se peut qu'il y ait une sorte de tampon de l'acidité. Et puis aussi dans l'océan côtier, ou même des fois pour des raisons de courant au large, eh bien, des phénomènes de remontée d'eau qui ramènent en surface des sels minéraux et qui permettent la production planctonique. Donc, dans ces deux zones, les grands schémas que je vous ai expliqués sont encore incertains. Un autre risque est celui des canicules marines côtières ou même au large. On en a observé plusieurs au large en Californie et des canicules marines près de Montpellier dans l'étang de Thau. Il y a des canicules maintenant régulières. C'est des phénomènes dramatiques puisque la température est très chaude, il y a très peu d'oxygène et beaucoup d'organismes meurent tout simplement. Certains peuvent fuir, mais pas tous, en particulier les organismes qui sont dans les sédiments. Donc, en fait, les risques pour la pêche sont plutôt des risques d'ordre écosystémique, avec ce grand mouvement d'espèces et d'accès à des zones. Et donc, certains poissons ne seront plus là, d'autres seront pêchés. Les risques d'espèces envahissantes. Et pour l'aquaculture, c'est plutôt des risques de canicule, de montée des eaux et d'antibiorésistance, avec un développement bactérien où les bactéries pourraient s'échanger des gènes d'antibiorésistance. C'est un risque assez important. Voilà, je vous ai parlé des puits de... Je crois qu'il faut parler des deux types de puits de carbone, celui qui est de la sédimentation de la matière organique et de sa décomposition partielle dans des sédiments qui sont sans oxygène, anoxiques. Ça se passe dans des vasières côtières ou dans des herbiers où il y a beaucoup de matière organique. Et là, très vite, la décomposition de la matière organique épuise l'oxygène. Et donc, dans des conditions sans oxygène, la décomposition est moins complète. Et donc, cette matière organique est enfouie et est un piège de carbone. Et puis, un autre piège, une séquestration de carbone, eh bien, c'est la formation de coquilles calcaires, de carbonate de calcium. Et donc, il y a des organismes récifaux qui font ça. Les huîtres aussi font ça. Et donc ça, c'est plutôt côtier et au fond. Et puis, il y a les organismes du plancton, des coccolithophores, qui, après, par sédimentation, constituent des roches carbonatées. Donc ça, ce sont les deux puits de carbone. C'est très important puisque c'est le pompage du carbone, du dioxyde de carbone de l'atmosphère et son enfouissement dans les sédiments à long terme. On a plein d'exemples dans les temps géologiques de ces processus-là, à des échelles qui sont considérables, hein, c'est 100 millions d'années. Voilà. Une autre condition de l'Anthropocène, c'est les pollutions chimiques et plastiques qu'on appelle, et aussi avec des toxines, que l'on appelle l'exposome. Alors l'homme produit énormément de nouvelles molécules tous les ans. Très peu, ça c'est l'industrie qui les crée, très peu passent dans la réglementation et sont suivis, et encore moins sont étudiés pour leurs effets éco-toxicologiques sur le vivant. Donc l'ordre, c'est à peu près de 1000 produits à 40 qui passent dans la réglementation, et à 10, et quelques-unes qui sont étudiées. Donc ça vous donne l'image un peu de ce que l'on répand dans la nature. Donc ces polluants proviennent de toutes nos activités
agricole, industrielle, médicale et domestique. Donc les polluants chimiques ont des effets sur les processus cellulaires. Ce n'est pas comme la pêche qui retire des individus. C'est beaucoup plus impactant en fait, puisque c'est dans les processus cellulaires mêmes que l'impact a lieu. Et aujourd'hui, on peut dire que les écosystèmes, même marins, sont contaminés de façon générale. Tous les écosystèmes sont imprégnés par la pollution chimique. Alors il y a deux voies pour cette imprégnation. Et je vais en donner quelques exemples. Certains contaminants sont persistants. Il y a un bon exemple, c'est en Martinique, par un insecticide qui est utilisé dans les plantations de bananes, qui s'appelle la chlordécone, et qui était un polluant persistant qui aujourd'hui est complètement dispersé et qui s'est accumulé dans les sédiments et qui, à l'occasion des tempêtes, refait surface et réimprègne, retoxifie toute la chaîne trophique. Et puis il y a les plastiques qui sont persistants à long terme et qui imprègnent les écosystèmes. Je vais en parler, dire quelques mots. Et puis il y a une autre voie qui passe par le vivant et qui est par la chaîne trophique, où un prédateur mange une proie qui est contaminée, se contamine, et certains polluants ont la propriété, comme ça, de se concentrer dans la chaîne trophique, où des prédateurs supérieurs concentrent ces contaminants. Alors il y a des exemples au mercure, au plomb, où les thons, par exemple, sont contaminés et il faut réglementer leur consommation. Mais aussi, il y a des cas de dioxines qui sont des contaminants lipophiles et qu'on trouve beaucoup chez les poissons gras. Il y a une pêcherie de sardines dans l'estuaire de la Seine qui est fermée pour cause de dioxines. Et en mer Baltique, les spras, les harengs, sont contaminés à la dioxine et la pêche est réglementée pour cette raison de pollution. Et puis il y a les coquillages, qui sont les huîtres, les moules, qui filtrent beaucoup. Une moule peut filtrer jusqu'à 100 litres d'eau par 24 heures, et qui concentrent tout un tas de polluants, et de toxines, et aussi de pathogènes. Voilà. Donc, les effets, deux effets principaux de ces polluants sont la perturbation d'expression des gènes, qu'on appelle la génotoxicité, la perturbation d'expression des gènes, et la perturbation des cycles endocrines, puisque beaucoup de ces polluants organiques minent des hormones sexuelles et donc ont un impact sur la reproduction. Donc ce genre de choses désorganise totalement l'activité du vivant. C'est à tel point la pollution chimique que la communauté scientifique actuellement fait des démarches pour demander aux Nations Unies que se mette en place un groupe d'experts international, comme il y en a un, le GIEC, pour le changement climatique, et comme il y en a un qui s'appelle l'IBPES pour la protection de la biodiversité. Pour la pollution chimique, ça n'existe pas, mais il y a de bonnes raisons de penser que bientôt il y en aura. Une autre préoccupation, c'est l'antibiorésistance. Notre activité, la consommation d'antibiotiques humaines, vétérinaires, l'utilisation de biocides dans l'agriculture disperse dans le milieu toutes ces molécules qui se retrouvent par les fleuves dans le milieu marin. Le milieu marin, c'est quand même le grand réceptacle de tout ce qui se trouve sur Terre. Et donc à des doses faibles, et donc justement, c'est dans ces situations-là que les bactéries peuvent échanger, vivre avec ces molécules
biocides, antibactériels, et développent des résistances et peuvent se les échanger. Donc l'antibiorésistance, c'est un enjeu de santé publique actuel et qui implique aussi le milieu marin. Et un bon exemple, c'est que quand on mange des huîtres, on mange aussi leur microbiote, donc toutes les bactéries qu'elles possèdent dans leur voisine digestive. Et donc du coup, on mange tout un tas de bactéries, et pour partie qui peuvent être aussi antibiorésistantes. Donc tout ça, c'est un cycle qui nous revient. Et donc c'est pour ça qu'on parle de santé unique, puisque la santé du vivant, c'est aussi la santé humaine. Je voudrais parler du trafic mondial et de la globalisation de l'économie qui pollue la mer, et par deux voies principales. L'une, c'est par les eaux de ballast. Donc les eaux de ballast, c'est des eaux que les cargos pompent pour mieux se lester. Donc ils sont pompés à un endroit et qui sont déchargés au lieu de destination. Et comme ça, on transporte du plancton à travers les mers et tous les micro-organismes qui sont dedans et tous les polluants. Donc on transporte comme ça des espèces invasives, à tel point qu'il y a des conventions internationales pour détoxifier, selon des protocoles établis, les eaux de ballast avant de pouvoir les rejeter. Et donc il y a des exemples comme ça d'organismes planctoniques, on appelle les cténophores, qui sont des prédateurs très importants des œufs et larves de poissons et qui ont complètement détruit les pêcheries d'anchois en mer Noire. Des algues toxiques qui ont été introduites en mer Baltique et qui maintenant sont là, avec tout un tas de cycles de production de toxines. Une autre voie sont les fumées de navires. Le trafic maritime utilise des fuels lourds dont les fumées d'échappement sont très toxiques, contiennent beaucoup de soufre. Et alors il y a des protocoles qui sont établis pour pouvoir ne pas les rejeter dans l'atmosphère, justement, et pouvoir les absorber par un système qui s'appelle le scrubber. Un certain nombre de ces scrubbers sont ouverts, lavés par l'eau de mer et rejetés dans les eaux marines. C'est quand même l'activité est suffisamment grande pour que la communauté scientifique aujourd'hui s'en empare au travers de groupes de travail d'experts internationaux pour justement mettre en place des protocoles des pollutions. Dans la pollution chimique, il y a le risque des nanoparticules. Les technologies modernes ont créé des nanoparticules qui permettent d'augmenter la réactivité des produits. Alors on en utilise beaucoup aujourd'hui dans l'industrie, mais aussi dans des produits domestiques. Et ces nanoparticules sont très petites, inférieures à 100 microns, sont à l'échelle moléculaire, traversent les membranes cellulaires, passent dans la circulation sanguine, on en respire, et peuvent avoir quand on fait des expériences en laboratoire sur des bars, on voit très bien leur comportement modifié par des nanoparticules. Donc c'était aussi un risque de santé publique. Ces nanoparticules, en particulier plastiques, sont maintenant dans tous les écosystèmes et aussi l'océan. Une autre façon de polluer la mer, c'est qui est plus classique, je dirais, c'est par les fertilisants, largement utilisés en agriculture, les nitrates, les phosphates, qui se trouvent déversés dans la mer et qui enrichissent la production planctonique, mais qui produisent des dystrophies, en fait, ce qu'on appelle l'eutrophisation. Qui veut dire trop à manger, en fait, en grec. Et, ça vient du grec pour dire ça.
Et donc ça génère des efflorescences algales, planctoniques ou pas. Et ce surplus de production de matière organique sédimente, se trouve décomposé, utilise tout l'oxygène dans l'eau et produisent des conditions sur le fond qui sont sans oxygène, avec eh bien, c'est des événements un peu comme les canicules marines, hein, finalement, en seul même effet où tout meurt. Donc ces systèmes sont en quelque sorte de très bonnes pompes à carbone, puisqu'on a une production planctonique, une sédimentation, et pas dans des conditions anoxiques. On a des productions d'algues toxiques, de plus en plus, avec des toxines. Voilà, et ça manifeste quand même de déséquilibre des eaux côtières. Passons au plastique, ce qu'on peut appeler la plastifère. Donc les plastiques dans l'eau de mer sont majoritairement des microplastiques inférieurs à 100 microns. Cette contamination est largement développée. Et le fait que ces microplastiques viennent de macroplastiques, viennent de l'activité humaine sur le continent, et le fait que ça soit disloqué en microplastique montre en fait la capacité de l'océan à disloquer par la dynamique turbulente des vagues et des courants, à disloquer les particules. Et le plancton aussi, lui, est à l'échelle microscopique. Donc les particules sont à l'échelle microscopique aussi. Ils flottent dans la colonne d'eau, sont en surface, flottent dans la colonne d'eau, sont partout à l'interface eau-sédiment. Et donc c'est ce qu'on appelle la platisphère. C'est un mot qui est composé, qui est miroir de la biosphère et qui reflète l'ampleur de cette contamination et son intrication aussi au vivant. Ce sont finalement de nouveaux supports qui sont colonisés par des bactéries, le monde microbien, des virus, par des algues. Ils sont biodisponibles, ils rentrent comme particules alimentaires dans la chaîne alimentaire et se font manger par les coquillages, les poissons. On les retrouve dans les voies digestives de tous les animaux. Alors, ce n'est pas une nourriture qui est très énergétique. Et donc, quand on fait des expériences en laboratoire avec du plancton et des microplastiques, eh bien, chez les huîtres en particulier, on modifie la croissance et les cycles reproducteurs, puisqu'il n'y a pas assez la ration énergétique n'est pas suffisante, alors que les voies digestives sont pleines. Et puis, il y a le risque des nanoplastiques dont je vous ai déjà parlé. Donc tout ça, c'est toutes les pressions que nous faisons passer, que nous imposons finalement au milieu naturel. Voyons ce qu'est la biodiversité. Le monde vivant est très divers, à toutes les échelles d'organisation biologique. Et là, ce qu'on va surtout voir, c'est de l'individu aux espèces et à l'écosystème. Donc la diversité, c'est une notion qui faut la voir d'un point de vue dynamique, puisque c'est en réponse, d'un point de vue évolutif, aux pressions. Et donc l'exploitation du vivant favorise certains caractères au détriment d'autres, et donc va impacter la biodiversité en sélectionnant des caractères ou des espèces. Et donc finalement, notre action sur tout ça est une action de sélection de caractères et de fonctions dans l'écosystème. On le fait actuellement un petit peu à l'aveuglette, sans savoir quel écosystème il en résulte et s'il est viable ou pas. Et c'est le grand enjeu, en fait, de savoir quelle trajectoire on va faire prendre. Donc l'écosystème, c'est un réseau
d'interaction en fait entre espèces et avec l'environnement. Donc c'est beaucoup d'interactions trophiques, mais pas seulement. Et chaque espèce joue un rôle et dans le système. Il produit, il consomme, il décompose. On a vu des pompes à long terme, des pompes à carbone. Donc tout ça, toutes ces propriétés confèrent au système des propriétés d'adaptation ou de résilience. Donc la pêche, donc on a vu tout ce qui est pollution, mais on a des usages de cette biodiversité en produisant des aliments pour l'homme. La pêche et l'aquaculture. Donc on impacte ces systèmes non seulement par les populations que l'on cible, mais aussi par toutes les populations qu'on ne cible pas, et, enfin que l'on impacte mais qui ne sont pas forcément des cibles. Et donc on impacte les habitats, les réseaux trophiques, et aussi par des captures accidentelles des espèces emblématiques ou patrimoniales. Donc, si on s'intéresse aux populations qui sont ciblées, eh bien, on va avoir un impact sur leur abondance et leur distribution géographique, mais on va aussi avoir un impact plus sélectif, parce qu'on va prendre de préférence les grands, et donc ça veut dire qu'on prend des vieux qui ont grandi, mais aussi des individus qui grandissent vite. Et donc, du coup, on imprime une mortalité sélective sur certains traits. Et on voit très bien, aujourd'hui, dans des populations qui sont largement exploitées, que la démographie est tronquée. On a moins de classes d'âge vieilles. On a moins d'individus qui grandissent vite. On a plus d'individus qui grandissent moins vite. Et on a des individus qui se reproduisent plus précocement. Et donc du coup, on sélectionne dans ces populations certains caractères et on diminue la diversité de ce vivant au sein des populations. Et donc du coup, ces populations exploitées sont plus sensibles aux variations environnementales parce qu'elles ont moins la capacité du fait qu'elles sont moins diversifiées en leur sein, la capacité à réagir à la diversité environnementale. On sélectionne, enfin on prélève des espèces, puisque nos moyens de pêche ne sont pas très sélectifs, on sélectionne, on prend un ensemble d'espèces. Alors il y a un grand débat. Faut-il pêcher de façon sélective ou non sélective? Si on pêche de façon trop sélective, on fait des trous dans les réseaux trophiques, donc ce n'est pas forcément non plus bien. Ce dont je voudrais vous parler, c'est l'impact sur les habitats et comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on construit des paysages sous-marins par notre action. Alors, par exemple, quand des chaluts, c'est des sortes de filets avec des poches, que l'on traîne sur le fond. Et donc, en pêchant, donc, en ciblant des poissons, on pêche, on fait traîner ces engins sur le fond. On remet en suspension du sédiment, les premiers centimètres. Et puis, donc, on impacte la sédimentation. On endommage un certain nombre d'espèces qui vivent dans le sédiment ou qui vivent sur le sédiment. Ce sont des coraux, des vers, des oursins, des crabes, des crevettes. Soit on les endommage et on les tue, soit ils sont montés dans le chalut et on les rejette morts. Donc finalement, on modifie la sédimentation, on tue un certain nombre d'organismes, ça favorise tous les nécrophages et ceux qui vivent de particules, donc les dépositivores, et donc on modifie tout l'écosystème en voulant prélever en exploitant que certains. Donc on a des sédiments qui deviennent plus meubles, plus abrasés. Les sédiments
les organismes qui vivent dans le sédiment sont plutôt à croissance rapide ou à coquille solide et à reproduction précoce, et on favorise certaines fonctions, la nécrophagie et ceux qui vivent de particules qui sont dans l'eau. Voilà. Donc pour empêcher ces choses-là, il y a des outils qu'on appelle des aires marines protégées, où on a développé des législations qui permettent de limiter l'effort de pêche ou certains engins dans des zones que l'on veut protéger pour un certain nombre de raisons, pour des raisons de biodiversité, mais on pourrait aussi vouloir protéger certaines zones qui sont des zones de pompe à carbone. Voilà. En particulier dans les sédiments profonds. Voilà. Donc, j'en viens à la gestion des pêches, où il y a deux types de variables sur lesquelles on peut jouer. Des variables qu'on peut appeler des variables d'entrée, qui sont les navires, les engins, l'accès aux zones, et puis des variables qui sont plutôt des variables de sortie, qui sont les captures et les espèces. Voilà. Alors actuellement, la gestion des pêches est plutôt sur les variables de sortie, sur les captures, avec les totaux admissibles de capture et les quotas dont vous avez peut-être entendu parler, alors que toute la réglementation sur la préservation de l'environnement et de la biodiversité est plutôt sur des variables d'entrée. Et on a du mal actuellement à réconcilier ces deux choses, et c'est ce qu'on appelle l'approche écosystémique, où il faudrait pouvoir intégrer ces deux choses et pouvoir mieux trouver des compromis entre des objectifs qui peuvent être contradictoires, entre de la protection avec ces variables d'entrée et de la gestion des pêches avec les variables de sortie. Ça demande pas que des scientifiques, il faut aussi des sciences humaines pour mettre en place des outils de gouvernance et de dialogue entre les différentes parties prenantes. Voilà, j'en viens maintenant aux aires marines qui permettent de récolter de l'énergie, en particulier l'éolien en mer. Donc il y a un intérêt à développer l'éolien en mer, parce que le vent y est plus régulier, parce que aussi c'est plus loin de nos yeux, et qu'on peut y mettre des pylônes plus gros, avec des pales plus grosses, et d'être aussi plus efficace. Mais les surfaces marines à considérer, le vent est quand même intermittent, et c'est une énergie dissipative, et ce qu'on appelle dissipative, et il faut quand même de très grandes surfaces. Actuellement, le plan en France, qui est porté par les engagements européens, nous conduisent à envisager la mise en place d'ici 2025 de 50 parcs en France, sur nos 3 façades. Ça veut dire en mettre quand même un peu partout. Et le déploiement de ça passe par la préemption, tout simplement, de zones côtières, dont l'usage actuellement est traditionnel, surtout la pêche. Et le développement de ces parcs va modifier profondément tous les écosystèmes côtiers. Alors je vais vous en donner quelques grands aspects. En passant dans ces forêts de pylônes, parce qu'il faut voir ça comme des forêts de pylônes, on peut le voir actuellement en mer du Nord sur les images satellites, les courants génèrent de la turbulence derrière les pylônes, les pylônes qui remettent en suspension, érodent le sédiment, remettent en suspension le sédiment, modifient non seulement la turbidité de l'eau, mais aussi la stratification. La turbulence va jusqu'à la surface, et donc va profondément impacter la production planctonique. Par ces conditions de lumière, à cause des conditions de lumière et de la stabilité de l'eau. Les pylônes deviennent de nouveaux supports pour le développement de tout un tas d'espèces, des bactéries et tout un tas
d'algues et tout un tas d'espèces qui vivent d'habitude sur le fond et qui vont maintenant vivre dans la colonne d'eau. C'est comme si on mettait des récifs partout. Donc là, ce seront des bactéries, des algues, des cnidaires, des coquillages, avec le risque d'introduction d'espèces envahissantes, en particulier des méduses ou des algues, qui peuvent être toxiques. Mais de nouveaux réseaux trophiques vont se développer avec toutes ces nouvelles espèces. Et ces nouveaux courants derrière les pylônes. Et on en voit un certain nombre d'exemples aujourd'hui dans les parcs qui sont suivis et qui ont été développés en Écosse et dans le sud de la mer du Nord et au Danemark. Donc ce sont de nouveaux réseaux trophiques. Donc c'est profondément changeant comme paysage, un petit peu finalement à la façon de ces chaluts qui ont modifié les écosystèmes de fond. De fait de la grande connectivité marine, l'ensemble de ces parcs va agir comme un réseau de nouveaux systèmes. Voilà. On peut envisager de nouveaux usages dans ces parcs éoliens, car on peut envisager y faire des filières pour l'aquaculture, de nouveaux types de pêche avec des engins dormants, en particulier des crustacés, pourquoi pas. Ils pourraient aussi être considérés comme des réserves, puisqu'on y aura moins d'activité, mais ils peuvent être aussi des lieux de nouvelles pollutions, de la pollution par les anodes, pollution chimique par les anodes, par les peintures, par le bruit, et par une vie, par des champs électromagnétiques auxquels la vie devra s'adapter. Donc voilà, tout ce panorama est des fois un peu angoissant, mais aussi on voit qu'il y a eu des adaptations, que l'on a sélectionné des choses, qu'on a créé de nouveaux paysages. Et j'aimerais conclure 3 choses. Changement climatique ou biodiversité. On aimerait réduire le changement climatique et protéger la biodiversité. Mais ce sont 2 notions qui peuvent être complètement antinomiques. On a vu que l'eutrophisation ou les pompes à carbone au cours des temps géologiques, certaines produisent beaucoup d'algues en surface, du sédiment au fond, avec de l'anoxie et un piégeage dans les sédiments. Ça, c'est une belle pompe à carbone. Pourtant, ce n'est pas un écosystème riche et très biodivers. Et donc, en fait, c'est du coup très antinomique, car par moment, il faut tuer la biodiversité pour créer des pompes à carbone efficaces. On a d'autres exemples de pompes à carbone au travers de récifs coralligènes qui, eux, sont des réserves de biodiversité avec tous ces animaux qui viennent croûter les coraux et le développement de réseaux trophiques. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Ce sont 2 notions qui sont à dissocier, mais qui ne vont pas forcément de pair. Comment envisager l'océan ? On voit qu'il est très anthropisé aujourd'hui, alors qu'on a coutume de le voir comme un espace immense, complexe, libre d'accès et vierge. J'espère que mon exposé vous a montré que c'est un système qui est très très impacté. Et en fait, faut-il le voir aujourd'hui comme un espace qui va être morcelé et dont l'accès à différents usages sera réglementé. Il va peut-être devenir un puzzle d'espaces protégés, avec des protections variées, pour protéger certains habitats et leur diversité, avec certaines normes, pour protéger certaines pompes à carbone, ou pour y développer la production d'énergie. Donc on va plutôt vers une planification spatiale des usages de l'océan.
ce ne sera peut-être plus du tout un espace ouvert et libre. On a vu que les limites planétaires étaient atteintes et on parle beaucoup de développement durable. Mais ce concept de développement durable s'est révélé en fait une illusion, car tel qu'il est appliqué aujourd'hui, il n'a pas permis de changer les pratiques de production et d'imposer des normes à la production. Et on a vu les effets finalement et d'imposer des objectifs écologiques à nos sociétés. Donc il faudra introduire des changements de pratiques, des normes à la production. On a vu des normes à la pêche pour protéger la biodiversité et favoriser certains services écosystémiques fondamentaux dont nous dépendons, la production d'oxygène, la pompe à carbone, la production de nourriture. Donc il faudra une meilleure connaissance, je pense, collective dans nos sociétés sur la nature et l'écologie pour envisager des objectifs sociaux qui intègrent ces objectifs écologiques. La nature est en constante évolution et nous la construisons en fait. Nous construisons de nouveaux paysages et aujourd'hui, les paysages que nous voyons dans nos campagnes sont des paysages anthropisés. L'agriculture a finalement construit des campagnes et on a détruit les forêts primaires en Europe. Eh bien, c'est ce que nous faisons sous la mer, de façon peut-être un peu plus aveugle, mais nous avons construit des paysages sous-marins avec des fonctions écosystémiques que l'on contrôle mal. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est ça, c'est de comprendre ces paysages, de comprendre comment ils fonctionnent et quelles sont nos interactions avec elles. Donc nous faisons partie de la nature et nous orientons son évolution. Donc mieux vaut lui faire prendre un chemin qui est acceptable et dans lequel nous avons notre avenir. Voilà, donc plutôt que de parler de développement durable, je pense qu'il faut troquer ce concept pour celui de la transition écologique et sociale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, pas du tout. Le débat est ouvert. Oui, Philippe. Première précision sur le concept anthropocène, à partir de quand et comment on considère que c'est une période anthropocène? C'est le début des activités industrielles. 18e siècle. Donc 19e, fin du 19e. Mais là où vraiment on peut voir l'augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Mais la pente est très raide après la Seconde Guerre mondiale et le développement massif de l'industrialisation et de la globalisation de l'économie. Donc ça, c'est encore un peu plus tard. C'est des pentes. Merci. Oui, Guillaume. Vous avez parlé des éoliennes et de ce qu'on peut installer en mer. Il y a une chose qu'on installe déjà depuis bien plus longtemps que les éoliennes, c'est les plateformes, qu'elles soient pétrolières ou gazières. Et est-ce que justement on peut avoir assez de recul en se basant sur ces choses que nous posons sur le fond marin pour justement comprendre ce qui peut se passer sur les parcs éoliens, même si effectivement ça fait une plateforme pétrolière contre peut-être 70 éoliennes, l'effet n'est peut-être pas le même, mais est-ce qu'il n'y a déjà pas une échelle réduite de l'impact d'une éolienne? Je pense surtout aux pylônes enfoncés des éoliennes. Il y a peut-être l'effet récif, oui. Mais quand même, c'est pas du tout la même densité. Les parcs éoliens, c'est quand même des forêts de poteaux, des forêts de pylônes.
Donc c'est l'extension en mer de l'homme. Enfin, vraiment, c'est une anthropisation de toute la zone côtière jusqu'à 40-60 mètres de fond. Oui, pour cette Donc, les plateformes pétrolières sont beaucoup plus dispersées et sont sur des fonds plus profonds. Donc elles n'ont pas du tout, elles sont pas, c'est pas des pylônes qui vont jusqu'au fond de la mer, c'est flottant. Non, enfin oui, mais le tube de forage, lui, il va jusqu'au fond de la mer. Hein. Ou alors... Oui, d'accord, mais ça c'est pas du tout la même Oui, emprise spatiale. Voilà, je pense que la grosse différence, c'est ça. Et donc l'impact avec les courants, l'impact avec la circulation océanique et les sédiments. Ouais. Mais sur toutes les éoliennes sont fixées au fond? Non, pas toutes. Il y en a des flottantes aussi. Ouais. Il y en a des flottantes. Pour l'instant, on n'a pas de... Mais bon, après, c'est un réseau de chaînes, un réseau d'encre, et de câbles électriques, tout ça. Le déploiement est quand même massif. Hein. Voilà. Voilà. Donc il faut bien se rendre compte qu'on va, de ce coup, transformer considérablement l'écosystème côtier. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire et la mer va rester la mer. Non, on va créer vraiment de nouveaux écosystèmes côtiers. Voilà. Alors il y aura du bon, il n'y aura pas du bon, mais il faut comprendre la trajectoire. C'est vraiment le sens de mon discours. Oui, clairement oui. Alors, à vous entendre, enfin, si on comprend bien votre exposé, les réglementations qui peuvent être bénéfiques pour l'environnement, parce que peu à peu, quand même, on commence à comprendre, vous l'avez dit, les dégradations, on a des groupes d'études, etc. On a l'impression que tout ce qui peut être positif pour l'environnement n'est rien face aux nouvelles atteintes à l'environnement, comme vous avez parlé, notamment du nombre de produits polluants qu'on rejette, de nouveaux produits polluants qu'on rejette chaque année. Alors, ma question est peut-être un petit peu difficile, mais est-ce que les scientifiques ont des projections sur le moment où on atteindra le point d'équilibre entre le bénéfice des mesures que l'on prend en faveur de l'environnement et la pollution qu'on émet ou les atteintes à l'effet de serre, enfin, on appelle les atteintes à l'effet de serre, l'aggravation du phénomène d'effet de serre. Ouais. Merci. Oui, c'est une question difficile. Je ne saurais pas y répondre. Je pense qu'il y a un temps d'avance. La pollution a un temps d'avance. Et qu'on ne rattrapera jamais. Donc on peut être dans cette mentalité positiviste qui est de se dire on trouvera une solution. Mais je crois que c'est pour ça que je parle vraiment de transition, parce que c'est ça en fait le développement durable. Si on va dire on va trouver un compromis entre le social, l'économique et l'environnement. Mais il se trouve que ça a permis en quelque sorte de ne pas donner suffisamment de normes à la production industrielle. En fait. Parce qu'on a l'idée qu'on va trouver des solutions et qu'on va... voilà. Enfin, ça, c'est un peu ma lecture. Et donc, du coup, c'est pour ça que je parle vraiment de transition. C'est qu'il faut changer de société et avoir un autre compromis social où on met les objectifs écologiques en premier. Et donc, du coup, tout en découle. Et c'est ça une société écologique, avec un contrat social, avec des objectifs écologiques. Et donc du coup, la question se pose complètement différemment. Elle ne se pose plus comme ça. Elle se pose en termes, qu'est-ce que je produis qui n'atteint pas les fonctions écosystémiques fondamentales que je dois respecter pour la survie de la nature, la santé unique et ma propre survie. Donc c'est... Voilà. Je pense qu'il faut justement pas poser cette question-là, poser autrement. Oui. Et qui sont les décideurs de ces stratégies pour essayer d'arrêter les dégâts Ah ben ça c'est les Nations Unies, c'est tout le monde en fait. C'est à la fois tous les lobbies, à la fois les politiques, à la fois toutes les organisations internationales,
les grands congrès mondiaux pour la nature, et il y en a eu plusieurs, hein, depuis 1972, il y a eu à Rio en 92, je sais pas, les grands 2012 après, les grandes conférences mondiales sur le climat, etc. C'est des conférences organisées par les Nations Unies. Oui, d'accord, mais sans ne prennent pas de décision pratique. Ça, ils mettent en garde, ils disent qu'il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, mais... Ah ben on est à un moment de l'humanité où on va être quand même 8 milliards. Oui, justement. Donc c'est un problème où l'humanité doit pouvoir trouver, et justement c'est terrible, il y a la guerre en ce moment en Europe, mais il faudra quand même trouver des façons de s'arranger. Parce que les limites seront... Enfin, je crois que on a un auteur d'un livre qui s'appelle Catastrophe ou Transition. Et c'est justement la question que pose Françoise, elle est centrale dans la mesure où ce qu'on voit de l'extérieur, c'est qu'il y a des institutions, mais que les pressions sur ces institutions sont complètement déséquilibrées entre la pression des scientifiques qui disent c'est grave ce que vous faites, ce qu'on fait, il faut arrêter, et le jeu des lobbies dont vous venez de parler. Il y a une disproportion qui est évidente, pas calculable, parce que justement les lobbies c'est ce dont on ne parle pas. L'Union européenne par exemple, plus proche que l'ONU, n'est-ce pas, Bruxelles est une ville où sont installés des lobbies considérables qui ont une influence sur tout, la Commission européenne, les députés, etc., qui est infiniment plus grande que tous les avis d'experts. Donc il y a des moments où effectivement, sous la pression de grands rapports comme ceux du GIEC, etc., et des catastrophes qui se sont produites déjà, les institutions, les décideurs disent bon, il faut quand même faire attention, prendre des mesures, mais ces mesures, elles sont toujours contrebalancées par l'action des lobbies. Ça, c'est le concept du développement durable. Mais je pense qu'on en est finalement l'expert. Enfin, on a eu tout ce moment où il y a eu les experts scientifiques, ces rapports du GIEC ou de l'IPBES sur la biodiversité, où il y a une certaine connaissance des processus, etc. Donc tout ce sont, disons, la science, ou les experts. Et puis après, il y a en quelque sorte, il y a la société. Et je crois qu'on est arrivé au moment où il y a l'engagement citoyen qui va commencer sur des questions d'écologie. Parce que c'est la seule façon que je vois personnellement de faire bouger les lignes. François, oui, je t'en prie. Sur ce point, c'est vrai que l'engagement citoyen est important. La conscience que chaque individu commence à avoir de son impact individuel, ça commence à prendre conscience. Mais il y a quand même là-dedans, dans cet engagement citoyen, un problème. L'exemple que tu donnais des plastiques. Ce que tu nous as dit, essentiellement, la caractéristique du plastique, c'est de se transformer en micro-truc, d'être un support à une nouvelle forme de vie, donc à la limite d'être un support à un nouvel écosystème où les équilibres ne seront plus les mêmes, hein, les bactéries seront plus. Bon. Ce que voit le citoyen, c'est l'anneau de plastique autour du cou de la mouette. Ce n'est pas du tout la réalité. C'est une image, j'allais dire Disney World, de cette pollution. Et j'ai l'impression que souvent, si l'engagement citoyen n'est pas canalisé par un pouvoir politique, alors tu parles des Nations Unies, moi je crois qu'effectivement c'est essentiel, puisque c'est un problème mondial, on risque d'aller vers n'importe quoi, parce que justement à ce moment-là,
rien de plus facile pour un lobby que de dire on va faire du plastique, on va plus rejeter les couteaux en plastique. Ils seront récupérables. C'est les mêmes, on les utilise 2 fois au lieu d'une, et tout le monde est content. C'est pas du tout une vision de ce qu'est la réalité de la pollution de l'écosystème. Donc l'engagement citoyen, pour moi, ne peut avoir lieu que s'il y a une gouvernance de cet engagement citoyen. Mais l'engagement citoyen peut être très bien aussi dans les partis politiques. Il y a une nouvelle génération, je pense, qui va venir. Enfin, je ne vois pas d'autres... Pour le moment, c'est pas évident. Non Ben oui. Après cette discussion. Non, mais on a eu il y a une trentaine d'années déjà, des mobilisations, enfin, des sensibilisations citoyennes importantes, dont on se souvient un peu, sur les produits alimentaires. Je me souviens, mes enfants regardaient très jeunes ce qu'il y avait dans les produits qu'on achetait dans les supermarchés, etc. Et qu'est-ce qui a changé? Vous nous expliquez que non, l'abondance des rejets, de toutes les pollutions chimiques, ça n'arrête pas, ça s'est amplifié. Et les actions de Greenpeace, etc., oui, tout ça, mais a pesé infiniment peu. Hein. Que ce soit des groupes de pression comme Greenpeace ou des sensibilisations citoyennes, oui, on a appris à fermer la lumière en sortant d'une toutes les petites choses. Oui, toutes les petites choses. Oui, on a pris ces réflexes, mais on est, surtout quand on entend un exposé comme le vôtre, on est complètement dépassé par les événements. La mobilisation citoyenne, même dans un parti animé d'excellentes intentions, par rapport à ce que vous nous décrivez de la situation, de l'évolution des océans, etc., on est désorienté et on est renvoyé à un sentiment d'impuissance qu'on éprouve d'ailleurs dans beaucoup de domaines en ce moment. Tout échappe, on ne contrôle plus rien, y compris et surtout quand on fait des assemblées citoyennes pour l'écologie ou n'importe. Mais tout ça, par rapport à ce que vous dites, c'est un peu en fait, il faut inviter peut-être des sociologues, des mouvements sociaux. On a besoin comment est-ce qu'ils s'emparent de ces choses-là? On a besoin de comprendre ce qui se passe et d'apprendre un certain nombre de choses que nous ne savons pas, mais d'un autre côté, en même temps, c'est extrêmement angoissant parce qu'on a l'impression qu'on n'a absolument pas prise sur... et que les populations, vous dites on est 8 milliards, très bien, oui, mais comment on agit quand en plus une grande partie de l'humanité est obligée d'abord de s'occuper de ses conditions de survie, de manger à sa faim, etc. C'est très compliqué. Alors, oui, il y a une réponse quant aux Nations Unies, parce que c'est effectivement des États nationaux qui se réunissent pour s'occuper de politique mondiale, mais encore faut-il que ces États eux-mêmes, qui font partie des Nations Unies, aient pleine conscience de ça, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas eux-mêmes soumis à des lobbies industriels, ce qui est quand même en général le cas. On voit bien que dans l'Union européenne, la plupart tous les gouvernements sont quand même très respectueux de ce que disent les industriels. En France, la FNSEA fait quand même la loi depuis la Deuxième Guerre mondiale. Elle a fait concrètement... L'anthropisation en Bretagne n'a pas... Et c'est un lobby extrêmement puissant, qui a perdu sa puissance peut-être depuis 20 ans, mais quand même ça continue à exister. En tout cas, les politiques pensent que c'est eux qui sont importants. Et donc, là encore, on est devant la FNSEA, il y a la Confédération paysanne, il y a des groupes, des syndicats qui ont des idées qui sont souvent extrêmement pertinentes, mais ils sont traités plus bas que terre par la FNSEA. Et c'est vrai également dans le domaine de l'industrie. Bon, donc on est devant une difficulté qui est majeure, puisque on n'arrive pas à faire pression sur les États,
qui obéissent à d'autres logiques. Je crois qu'on n'a pas jusqu'à présent, fait beaucoup de pression. On a été plutôt dans une situation de documentation, de compréhension. Et maintenant, peut-être que maintenant une lutte, la lutte s'engage. Il y a des gens qui commencent à faire sécession. Les ZAD, il y a tout un tas d'alternatifs qui sont à prendre très au sérieux, en fait. Il y a tout un tas de producteurs qui, vous parliez de syndicats agricoles, là, Confédération paysanne, tout un tas d'agriculteurs qui passent à l'agroécologie. Donc, je ne sais pas si ça sera vraiment suffisant, mais je pense que l'histoire de nos sociétés est une histoire de lutte. Il y aura une lutte. Il faut espérer. Alors, attendez, on va passer la parole à... Mais c'est une lutte un peu particulière, parce que c'est une lutte sur des objectifs pour le commun. Et pas... mais je pense que si c'est... Je pense que derrière ce que je vous ai... Enfin, ça nous amène à réviser finalement le contrat social. Certainement, bien sûr, mais encore faut-il avoir les moyens d'imposer cette révision. Surtout, justement, je vais revenir sur ce que il y a un internaute qui posait, qui allait directement dans votre sens, enfin dans le sens tout le monde dans la salle, en expliquant que l'engagement citoyen est une vision occidentale importante, auquel vous y faites référence, pas forcément partagée par la majorité de la population mondiale, c'est ce que tu disais, certains peuples, et je pense par exemple à la Chine, qui se moque allègrement du réchauffement climatique. Non, je pense pas. Ils ont d'énormes problèmes de pollution d'air. Oui, enfin les 14... Et ils ont d'énormes problèmes de pollution plastique. Oui, mais à côté de ça, les 14... d'énormes problèmes d'anoxie, d'énormes problèmes ils seront... Ils prennent peut-être déjà des mesures et on ne sait pas. Mais c'est d'une certaine façon. C'est pas trop. Et puis c'est pas trop l'engagement qu'ils sont en train de prendre sur le parcours, par exemple. Peut-être qu'il y a d'autres moyens que l'engagement citoyen. Moi, oui, je ne suis pas un sociologue. Effectivement, c'est pour ça que c'est pas la chose à laquelle je pense. C'est pour ça que l'engagement, même pour revenir un peu au concept de l'ONU, effectivement, c'est probablement l'échelon le plus idéal, parce que par définition, l'océan, c'est pas juste un pays. Mais il y a un souci beaucoup plus global qui est le fait que certains pays qui représentent peu de voix à l'ONU, mais qui ont un poids beaucoup plus puissant, parce que ce soit la Chine, les États-Unis ou même une partie de l'Europe, représentent un PIB en argent beaucoup plus que le reste de la population. Côté ça, en termes d'humanité, ça représente, alors la Chine c'est beaucoup, mais les États-Unis et l'Europe représentent peu de gens. On dépasse même pas les 2 milliards à côté de la Chine, de l'Inde et de l'Afrique qui représente tout seul pas loin de 5 milliards. Donc il y a un déficit quelque part, et le fait est que il va y avoir un souci, et si effectivement on ne tord pas le bras de quelques grands États, de toute façon on ne peut pas aller vers une amélioration globale. Alors la personne dit que la Chine prend effectivement des mesures en effet pour aller assez loin, mais pas assez loin de ce qu'on appelle... il manque des mots là dans la phrase. Bref, en gros, la Chine prend des mesures. Voilà. Mais j'avais une autre question d'un auditeur qui demandait si la première, donc on revient à un truc beaucoup plus tôt dans votre conférence, si la première maturité des poissons, donc la maturité beaucoup plus précoce, ne faudrait-il pas diminuer la taille de capture, tout simplement? J'ai pas compris. Si la maturité des poissons arrive plus, ils se reproduisent plus tôt, ne faudrait-il pas juste diminuer la taille des captures pour justement ne plus s'arrêter juste aux gros poissons qu'on capture, mais rétablir sur l'ensemble de la chaîne la taille des poissons? Ce que vous expliquez. Ah oui, pêcher de façon plus équilibrée oui. les tailles. Oui. Oui, de même façon qu'au niveau de l'écosystème, pêcher un peu tout, plutôt que d'essayer d'être plus sélectif. C'est pas facile. C'est pas facile, non. Mais oui.
Oui, pardon. Surtout, c'est d'essayer de garder, de conserver la diversité des caractères au sein d'une population. Oui. Voilà, Oui, donc bon. ça s'adresse à cet exemple-là en particulier, mais ça peut s'adresser un peu à tout. Donc ça veut dire ne pas pêcher que dans certains habitats, protéger justement certains, parce que certains là, il y a des caractères particuliers, hein, etc. Donc il peut y avoir une dimension spatiale de ces aménagements, et aussi sur les tailles, effectivement. Je voulais juste revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'est vrai que la pollution a quand même une certaine avance, et c'est vrai qu'elle continue de plus très très vite. Il y a une trentaine d'années, je travaillais comme anthropologue avec une petite équipe qui s'appelle le SNEPMAP, qui travaillait sur les ressources halieutiques, et ils étaient déjà sur la mer, on travaillait sur la Manche et d'autres zones, exactement les constats que vous faisiez. Malgré la mise en place depuis 30 ans, en effet, on pêche que certaines tailles d'espèces, mais finalement l'espèce s'est adaptée pour un peu compenser un peu ce qu'ont fait certains animaux. Je repense à certaines expériences qui ont été faites, ou des études qui avaient été faites sur les porcs. On sait qu'au Moyen-Âge, pendant une période, les porcs ont disparu. Ils étaient tellement exploités qu'ils ont disparu. On ne les retrouve pas quand on fait des fouilles. Il y a une période, sur un siècle ou un siècle et demi, je ne me souviens pas, il n'y a plus d'os de porc, c'est-à-dire que les porcs ont disparu. J'ai l'impression qu'au niveau des ressources halieutiques, ce que vous avez dit, c'est ce qui est en train de se passer. En effet, on a ciblé certaines espèces, on a ciblé certaines tailles de poissons, mais même, je dirais, l'espèce par elle-même s'est adaptée. C'est-à-dire que finalement, elle va s'arranger pour ne pas vieillir trop vite, parce qu'ils ont compris que s'ils vieillissaient trop vite, ils grandissaient, on les prenait. Il y a ce genre de choses. Et ce qui est inquiétant, c'est que nos pratiques humaines continuent de se développer très vite, comme l'a fait remarquer Bertrand, pour des tas de raisons, parce que les États n'ont pas envie, alors que finalement la pollution est en train de s'amplifier dans des proportions pas possibles, quoi. Et c'est quand même assez inquiétant. En gros, moi je suis un amateur de huîtres, j'en ai mangé beaucoup quand je faisais ma thèse, j'avais que ça à bouffer, à l'adorer. Mais je me dis finalement, je me suis peut-être complètement pollué. Et c'est assez inquiétant, quoi. En fait, on peut se demander si demain, après-demain, enfin dans 10 ans, on pourra manger des coquillages qu'on va pêcher, où il ne faudra pas produire toutes ces choses-là de façon artificielle dans des bassins, avec de l'eau qu'on aura filtrée, dépolluée aux UV, etc., pour pouvoir produire. C'est infernal. Aujourd'hui, une grande partie des poissons que l'on mange sont des poissons d'élevage. Ils sont comme ça. Il y a des fermes piscicoles. Oh, il y a plein de fermes piscicoles, mais pas trop en France. Mais dans le monde, il y en a plein, oui. Oui, mais ça reste encore en océan, les fermes piscicoles. C'est des parcs dans les océans. C'est des parcs qui sont dans les mers côtières. Petite question que pourra peut-être répondre François également. À combien de pourcents la pêche française qui arrive sur les étalages vient de pleine mer ou vient de fermes piscicoles? Il y a très peu de fermes piscicoles en France. On a beaucoup travaillé à développer l'aquaculture en France, voilà, mais toutes ces recherches-là ont servi au développement de l'aquaculture ailleurs. Pour des raisons de climat et de conditions des eaux de mer. Voilà. Maintenant, donc l'essentiel de l'activité sur les poissons en France, c'est la pêche. Maintenant, sur les étals de marché, ça dépend de ce que les consommateurs aiment aussi. Voilà, donc là, on va trouver, en particulier, ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est beaucoup de saumon, produit selon des normes très discutables par l'industrie norvégienne, en Norvège, au Chili, tout le monde. Le bar aussi. Voilà. Le bar, il y a beaucoup de bars d'élevage. La dorade de Méditerranée. La dorade est aussi. C'est de l'élevage extensif ou quasiment naturel, non, puisqu'elle mange des figures de moule. En Grèce, c'est. Ah, en Grèce, ouais, la dorade. Et celle qu'on récupère, c'est souvent un cadavre. Ouais. Sauf celle que je pêche moi-même, c'est autre chose. Donc l'aquaculture piscicole n'est pas vraiment une solution de. Enfin, il faut nourrir ces poissons.
Aussi, bon, toutes les espèces qu'on pêche. Et ils ont besoin de vitamines et d'acides gras essentiels qu'on ne trouve que dans certains composants d'écosystèmes, donc il faut aller les pêcher. Donc, il faut pêcher du plancton, ou pêcher des petits poissons pélagiques, en faire de la farine, donc c'est tout ce qu'on appelle les pêches minotières, pour faire des aliments pour le poisson. Ou actuellement, c'est des recherches là-dessus, sélectionner les poissons pour qu'ils puissent, alors qu'ils sont carnivores, pour qu'ils puissent incorporer plus de végétaux et manger plus de microalgues qui, elles, produisent ces éléments. Et donc, c'est un peu la course en avant. C'est un peu l'histoire de la vache folle, quoi. On y va à grands pas. Ouais. Voilà, donc la pisciculture, c'est quand même quelque chose de très technologique, en fait. Beaucoup plus que la conchyliculture, où on met des animaux dans le milieu, qui se nourrissent dans le milieu. La panchiculture. Les huîtres et les moules. La conchyliculture, c'est l'ostréiculture et la viticule, c'est les huîtres. Et tous les coquillages par extension. D'accord. Donc, pour revenir un peu sur ce que je disais, c'est vrai que l'océan, dans son ensemble, c'est quand même un peu le réservoir de la vie humaine sur la Terre, et qu'on l'a quand même pas mal esquinté. On s'en aperçoit et on en prend conscience. Ouais, esquinté, voilà, j'ai essayé de mettre cette nuance, je crois qu'on l'a beaucoup transformé, et qu'on lui fait prendre une trajectoire dont on ne sait pas si elle est viable ou pas. Et je pense que c'est en termes de scientifiques, c'est vraiment à nous de mieux le comprendre. Quelle trajectoire on fait prendre à la nature. Voilà. Mais je pense que cette conception, destruction qui implique conservation, restauration, voilà, je ne sais pas si c'est vraiment... Enfin, toute l'écologie évolutive nous apprend que tout ça est en modification, en interaction. Et donc, en fait, on est beaucoup mieux, je pense... on va... je ne dis pas qu'on n'a pas détruit des choses, mais en détruisant des choses, on a aussi... C'est comme si on avait éteint certaines choses et allumé d'autres, et que donc on a un autre monde que celui des années 30, de la pêche à la voile, ça c'est sûr. Mais par exemple, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent sur la prospective de l'évolution de ces écosystèmes, les écosystèmes ça existe comme la prospective est une discipline scientifique, ça existe. Il y a des prospectivistes avec des méthodes pour penser l'avenir. On a un collègue comme en économie. Comme en économie, oui, on invente des mondes, voilà. On se raconte des histoires. Et il y a des travaux sur cette prospective de l'évolution de nos écosystèmes. Ah, de l'évolution des écosystèmes, non. Non. Ouais, merci, c'est une bonne idée. C'est de lancer ça. Guillaume et après Françoise. Vous parlez de stratification des océans et d'anoxydation. Est-ce que, je sais qu'il y a des déserts océaniques où il y a beaucoup moins de vie, est-ce que justement cette stratification n'était pas, peut-être pousser, créer des déserts où il n'y en avait pas, et justement déformer tuer des zones de vie qui auraient pu être justement des zones de vie très importantes, je pense particulièrement en Asie du Sud-Est où la grosse partie de la population se concentre sur les côtes. Est-ce que justement une désertification via cette eutrophisation peut-elle amener à un manque de nourriture via la pêche qui pourrait amener des problèmes plus graves que juste... Donc, stratification. Oui, en fait, est-ce que la stratification peut amener justement soit des déserts ou l'eutrophisation, puisqu'il y a deux moyens. D'accord. Eh bien, la stratification, c'est surtout, c'est plus sur l'océan du large, les faits là. Il y en a forcément sur les plateaux continentaux, mais elle est saisonnière, puisque dans nos régimes, on a des saisons.
Elle est, sous les tropiques, elle est constante. Hein. C'est une stratification vers les 20 mètres à peu près. Et donc elle va être considérablement renforcée. Et là, c'est-à-dire que des zones qui étaient un peu productives vont devenir vraiment des déserts, quoi. Voilà, c'est un peu ça qui va se passer. Est-ce que des zones très productives vont devenir des déserts? Je ne pense pas, parce que si elles sont très productives, c'est parce qu'il y a un phénomène qui amène des sels nutritifs en surface. Donc soit ça se fait par remontée d'eau, et ça en général c'est des grands processus dus au vent, etc. Donc il faudrait, il se peut qu'il y ait des modifications générales des vents, mais voilà. Soit des courants, un courant qui tourne dans un sens fait un dôme à cause de la rotation de la Terre, et donc du coup amène en surface des sels qui étaient plus profonds. Donc il y a aussi la circulation qui peut faire cette chose-là. Les marées qui sont des ondes qui viennent du milieu de l'océan. L'océan, c'est quand même, en grosso modo, 4000 mètres de fond, une grosse montagne au milieu qui est le rift océanique où ça s'ouvre. Et puis le continent, c'est du granit. Et donc ce qu'on appelle les plateaux continentaux. Donc il y a une grosse falaise à peu près vers 200 mètres de fond. Et là, la plaine abyssale, le grand fond océanique commence. Donc les plateaux continentaux, c'est le fond de la mer et c'est de la roche continentale. Mais en fait, il y a de l'eau dessus. Donc là, cette onde de marée bute et fait remonter de l'eau un peu plus profonde en surface par oscillation. Et ça produit de très fortes efflorescences algales. Donc tous ces phénomènes-là ne vont pas s'arrêter, c'est la marée. Oui, d'accord. Voilà. Et puis il y a l'apport par les fleuves, donc ça c'est tout le côtier. Donc là, l'apport par les fleuves, c'est dans les eaux européennes, c'est l'ensemencement principal de la production. Et donc en Asie du Sud-Est, j'imagine aussi. Oui, le Mekong et tout ça. Voilà. Alors par contre, s'il y a le schéma des précipitations dans les schémas de changement climatique est amené à changer. Avec les zones désertiques plus désertes, le sud de la France moins de pluviométrie, et sur une latitude à peu près qui passerait par la Gironde, par Bordeaux, au nord, beaucoup plus pluvieux, les étés beaucoup plus pluvieux. Donc il se peut qu'il y ait des zones où d'habitude il y avait des fleuves, qu'il y ait moins de débit, et donc du coup, voilà. Donc il se peut à cause du débit des fleuves que dans certaines régions côtières, il y ait moins de production. Françoise. Oui, moi je voulais vous poser une question sur les grands fonds marins, les abysses et des zones qui sont pour l'instant pas tellement exploitées, explorées, mais avec l'évolution des techniques, il semble qu'on commence à s'y intéresser de près. Est-ce qu'il est prévu des mécanismes de protection de ces zones abyssales qu'on connaît très mal? Alors moi je connais mal la législation de la haute mer, mais il y a une législation pour la haute mer. BBJN, Beyond National Jurisdictions, je me sens. Si vous voulez regarder sur internet ces choses-là, c'est pour ça que je vous dis. Alors il y a un intérêt très fort depuis longtemps, mais qui se renforce beaucoup actuellement, sur l'exploitation de minerais dans les plaines abyssales pour aller chercher des métaux pour l'industrie électronique. Les métaux rares, oui. Et les métaux rares, qu'on appelle les terres rares. Voilà. Alors, si je vous ai parlé de tout cet impact des chaluts là, sur les... Voilà. Il faut savoir que les tempêtes, de belles tempêtes, 100 km/h, 120 km/h qui arrivent à la côte, les vagues ont une influence jusqu'à 100 mètres, 120 mètres de fond.
Seulement. Donc les tempêtes remettent en suspension les sédiments et finalement la pêche finalement dans le domaine côtier peut-être c'est pas un phénomène naturel bien sûr mais la remise en suspension des sédiments c'est quelque chose qui est un phénomène naturel. Dans les grands fonds, à partir de 800 mètres de fond, on appelle les grands fonds, ou 400 mètres, je ne sais pas, 600 mètres, disons. Donc déjà un peu sur la pente, là, et dans les plaines abyssales, ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas de remise en suspension. Donc ce qui tombe reste, et reste là, pour les temps géologiques, et retrouveront la surface au moment de création de chaînes de montagne. Donc c'est la particule qui tombe, si elle ressort de l'eau, c'est dans 200 millions d'années. Sauf si on va la chercher. Justement. Voilà. Est-ce qu'il faut aller la Donc, chercher? mais les sédiments-là sont quand même assez fins, c'est de la production planctonique qui sédimente, et donc qui s'est faite en surface, et qui sédimente. Voilà, il y a quelques carcasses de baleines qui tombent, quelques gros pélagiques, un gros thon, un gros requin qui tombe, mais en fait l'océan, quand on met une caméra, c'est plein de particules qui sédimentent. En permanence, et qui viennent de la surface. Donc là, l'exploitation de ces grands fonds remettra en suspension des choses qui n'auraient pas été par aucun phénomène naturel. Les chaluts descendent jusqu'à quelle profondeur? Il y en a qui vont très profond. Il y en a qui vont très profond, ouais, 800 mètres peut-être, 600 mètres. Il faut quand même avoir 3 fois. Oui. 3 fois la disons, donc ça fait quand même des bobines. Il faut qu'il y ait du poisson à pêcher. Et il faut qu'il y ait du poisson à pêcher. Donc, voilà. Donc ils sont sur des platiers, sur cette pente continentale, à 400 mètres, 600 mètres, 800 mètres. Mais là, les phénomènes qui remettraient en suspension, c'est des courants, c'est pas des... Donc on va quand même là perturber des choses qui, sans nous, enfin, d'un point de vue naturel, ne seraient pas perturbées. Guillaume et ensuite Philippe. Le réchauffement des océans, qui du coup est plus long que le réchauffement climatique, puisqu'il faut plus d'énergie pour réchauffer un litre qu'un litre d'air. Du coup, on va se retrouver sur des champs géologiques beaucoup plus longs. Est-ce que, je pense aux poches de méthane et autres choses qui sont stockées justement au fond, auxquelles faisait référence Françoise, peuvent-ils être justement, eux, des bombes à retardement? C'est-à-dire que si effectivement l'océan se réchauffe, il faut alors que ça descende de plus en plus, tant qu'on n'est pas arrivé à 4000 mètres, on a encore un peu de marge. Mais est-ce que justement, à terme, plusieurs années, plusieurs décennies, bon, siècles. Ça c'est une très, très bonne question. Je n'ai pas voulu l'évoquer là quand j'ai lu mon texte parce que voilà. j'avais peur que ça prenne trop de temps, donc merci. Toute cette matière organique qui est dans le sédiment n'est pas complètement décomposée. Et il y a de la production de méthane dans les sédiments. Oui. Et dans des conditions de température et de pression, ce méthane est sous forme de sortes de cristaux assez fragiles. C'est des cristaux, c'est des molécules d'eau qui entourent des molécules de méthane. C'est un nom particulier des hydrates. Des hydrates de méthane. Voilà. Alors, on va faire un peu de géologie. Il y a une époque, il y a à peu près 55 millions d'années, à la transition du Paléocène et de l'Éocène, qui est suffisamment proche, qui a pu être bien documenté, où on a pu mettre en évidence qu'il y a eu un réchauffement très rapide, massif, à peu près 20 millions d'années, parce que les hydrates de méthane du fond de la mer ont été déstabilisés, l'eau profonde s'est réchauffée. Et par des méthodes
en utilisant des isotopes, on a pu dater, et on a pu aussi, avec les isotopes de l'oxygène et du carbone, on a pu estimer les températures. Donc, à l'époque, je crois que c'est 15 degrés, 10 degrés que la Terre a prise, et l'eau de fond, ça a été 4 à 5 degrés. Actuellement, l'eau se réchauffe en surface, mais se réchauffe aussi au fond, parce que l'eau de fond, c'est une eau qui a été créée en surface. Il y a des zones dans l'océan de création d'eau profonde. Donc il y a tout un système, vous trouverez ça sur Internet qui est assez facilement, la grande circulation océanique. L'eau, actuellement, dans les conditions climatiques actuelles, l'eau profonde se crée au sud du Groenland. Donc l'eau plonge, il fait froid, elle est un peu salée, elle est refroidie par la fonte des glaciers du Groenland, et elle est suffisamment salée pour prendre une densité importante et plonger. Cette eau va ensuite tapisser l'océan, descendre, descendre, faire le tour du monde en fait, aller dans le nord du Pacifique et remonter en surface, et après revenir par la surface. Donc tout ce tour, une molécule d'eau qui descend, revient 500 ans, 600 ans, ça lui prend. C'est montrer le cycle, pour montrer les échelles. C'est-à-dire qu'une fois que c'est enclenché, ça y est, c'est enclenché, quoi. Les boucles de rétraction. Donc on n'a pas de boucle de rétraction négative à courte échelle. Voilà. Donc si l'océan de surface se réchauffe, soit on arrête les productions d'eau profonde, soit on en a, mais on réchauffe le fond. Et si l'océan du fond se réchauffe, il y a un gros risque de déstabilisation de ces hydrates de méthane. Et donc du coup, comme le méthane est un puissant gaz à effet de serre, d'accélérer énormément. Donc c'est le même phénomène que tout ce méthane qui est piégé actuellement dans les sols arctiques. Dans certains lacs africains. Mais dans tout, au fond, là où il y a la matière organique, il y a à terme du méthane, parce que la décomposition aérobie, donc la décomposition par des bactéries qui utilisent de l'oxygène, la décomposition de la matière organique, elle est assez efficace par ces bactéries aérobies, mais par celles qui sont anaérobies, elle l'est moins. Et donc il y a de la production de méthane. Voilà. Et d'ailleurs, le gaz de schiste, ce n'est rien d'autre que du carbone organique piégé dans des sédiments qui sont devenus des schistes et qui contiennent du méthane. Et donc il y en a partout. Nous, on a même confondu dans nos campagnes halieutiques des bancs que l'on voyait au sondeur. On pensait que c'était des bancs qui étaient sur le fond, des bancs de macro. On pensait que c'était des bancs de macro parce qu'ils étaient assez effilochés, pas très denses. Voilà. Et en fait, c'était des bulles de méthane qui dégazaient des sédiments, qui dégazent des sédiments en permanence. Donc c'est des phénomènes naturels. Donc il y a du méthane dans les sédiments et effectivement leur déstabilisation est un gros risque et ça s'est déjà produit. Oui, Philippe et après François. Oui, je voudrais savoir si tous les océans sont-ils impactés par les mêmes phénomènes de pollution et si oui ou sinon par des degrés de pollution selon les océans. Alors ça, en fait, une grosse partie de la pollution vient de la Terre. Donc voilà, ça dépend. De ce point de vue-là, tous les écosystèmes ne sont pas impactés de la même façon. Et puis après, il y a les écosystèmes plus du large qui ne sont pas... voilà. Donc tout ce qui vient de la mer impacte beaucoup les eaux côtières. Après... Et puis après, d'un point de vue latitudinal, sur la surface du globe, il y a des zones où il y a moins de densité de population, donc elles sont forcément moins
moins impacté. Mais par la connectivité de l'océan, qui est quand même importante, tout se propage. Donc à terme, tout est impacté. Mais avec des degrés divers, ça je vous concède, certainement. François. J'ai été très intéressé par ta présentation des champs d'éoliennes et du paysage, qui montre qu'effectivement on crée de nouveaux écosystèmes dont on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais d'un certain point de vue, on peut faire confiance à la nature qui occupe le terrain et qui va le transformer. C'est un peu tout à fait l'image du bocage qui était dans le temps une forêt de chêne et qui est maintenant complètement tropisée. Et ça, et puis j'ai aussi pensé à ce que tu as dit sur les nanoparticules. Tout ça, effectivement, c'est surtout le plateau continental. Et on peut peut-être soit agir, soit faire évoluer, soit le multi-usage des champs d'éoliennes, par exemple, des choses comme ça. Mais au large, on est complètement démunis. Or, bon, tu viens de dire, c'est vrai qu'il y a peut-être un délai, il y a peut-être une masse, mais un type de pollution différent. Mais elle a lieu quand même, puisque finalement, l'acidification de l'océan, c'est partout. Ah ben oui, parce que là, c'est l'interface océan-atmosphère, donc ça, c'est partout. Et là, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que, autant on peut se dire, on peut agir sur une zone qu'on a anthropisée, autant la masse océanique est telle que s'il se passe quelque chose, on est complètement démunis. La seule solution qu'on a dedans, c'est de ne pas jeter les choses à la mer. Une fois qu'elles y sont, elles y sont. On ne peut pas imaginer. J'ai vu il y a quelque temps un gars qui voulait enlever les plastiques de l'océan, il avait pris un chalutier, il avait mis un enfilet derrière, et il circulait en disant c'est formidable, je ramasse du temps. C'est dérisoire, c'est même pas dérisoire, c'est absurde, ça n'a pas de sens. Mais tu vois, on va peut-être inventer de l'ingénierie écosystémique. Ouais, c'est un peu le risque. C'est ça qu'il va falloir faire, parce que là, on le fait un peu à l'aveuglette. Il va falloir mieux comprendre. Oui, mais pour le moment, les essais d'ingénierie écosystémique qui est poussé par exemple à ensemencer en fer, ensemencer, ouais, comme ça aboutit soit à rien, soit à des catastrophes. Personnellement, l'idée de résoudre des problèmes de la technique par plus de technique, ça ne me paraît pas une bonne idée. Mais cela dit, il y a comme deux niveaux, effectivement. Il y a la zone côtière et la zone du large. La zone du large, j'ai l'impression que là... Ce sont des grands processus océaniques à dimension géologique. La seule chose qu'on peut faire avec ça, c'est de se dire, n'y touchons pas, ne faisons rien qui puisse avoir un impact, parce que alors là, on ne peut absolument rien faire. Même pas arrêter face à la version que j'ai. Mais cette idée des paysages, vraiment, c'est jamais qui développe un peu encore. Chers amis, il va falloir arrêter cette discussion.